Salut, hello tout le monde, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir dans ce petit live du dimanche qui est un live qui commence de plus en plus tard, mais c'est pas grave, il y a toujours des courageux, donc c'est très très cool de ne pas être seul au monde puisque vous êtes là à m'accompagner et du coup moi je suis contente parce que j'ai des jeux à vous présenter. Je vais commencer par vous parler du plus évident et donc il s'agit de Once Upon a Line. Alors celui-là c'est pas si vous avez suivi le live du mercredi, vous avez vu que c'était mon défi, donc le défi c'était une partie solo filmée, donc j'ai fait la partie complète, je me suis filmée en train de jouer. Ce qui était cool c'est que j'avais Dan Touvenot qui est l'auteur du jeu dans le chat et donc il était toujours là prêt à répondre à mes questions et à soutenir la partie en donnant justement des petits inputs, des corrections sur certains points de règle et d'expliquer donc ce qu'il fallait faire. Comme je disais, c'est un jeu de cases, de cartes à gratter, coopératif et narratif. Et je vais vous mettre sur l'autre écran, comme ça vous allez voir de quoi on parle exactement. Donc je l'ai ici sous la main, comme ça je peux vous l'ouvrir. Donc ça c'est la boîte. Donc vous avez un petit grattoir. Vous avez ici les différentes grilles. Il y avait bien une grille de démo, celle que j'ai jouée, qui est celle-ci. Et en fait, le principe, c'est qu'au fur et à mesure, on va pouvoir dépenser des petites actions pour gratter des lettres. Et quand on arrive à trouver un mot complet, on va avoir le droit de chercher dans un ensemble de petites cartes. Je vous montre, voilà. Les cartes sont ici. On va avoir le droit d'aller chercher des mots qui correspondent aux premières lettres de la syllabe. Donc, si j'ai chaumière, et merci pour ton resub, Ambiello. Donc si j'ai chaumière, je peux prendre la carte CHA et donc à ce moment-là, j'aurai un petit texte explicatif. Plus ici, il va me donner des instructions pour me dire il va falloir aller chercher le mot ruche et abri. Et également, si tu le trouves, le mot abeille qui vont donner donc chaque fois ruche, abeille, abri. Il est quelque part? Non, je ne sais plus. Enfin bref, et donc ça va nous emmener vraiment de carte en carte, et donc ruche est une nouvelle carte avec un nouveau bout d'aventure. C'est toujours du texte à lire avec des magnifiques illustrations, c'est comme très très beau, ce serait dommage de ne pas montrer, mais c'est hyper joliment illustré. Donc voilà, ça c'est Once Upon a Line, et c'est un jeu qui sera en financement participatif, mais de toute façon j'explique ça tout en détail dans la vidéo du mercredi que je vous invite à aller regarder. Si vous êtes curieux, que vous avez envie de soutenir un projet qui est archi original, qui est vraiment bien fait et qui sort totalement des sentiers battus, je vous invite vraiment à checker pour Once Upon a Line parce que ça va être une petite dinguerie. On va continuer quand même à parler un peu plus sérieusement de jeu, donc je vais vous parler de ce jeu-là. Donc je vous le montre, celui-là on l'efface et on met ça, voilà. Donc c'est un jeu que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc l'idée c'est que Amundsen versus Scott, ça s'inspire d'un fait réel, mais en fait d'ailleurs comme tous les trucs, salut Virocan, comme tous les trucs en fait qui viennent de, comment ça s'appelle, de la collection de chez, c'est pas Renegade qui le fait en anglais. Ici on a Looping Games et Ori Games, donc Ori Games c'est localisé en français. Mais oui, les 19 quelque chose, c'est toujours inspiré d'une période historique. Et là, Amundsen versus Scott, c'est la course pour découvrir le pôle sud. Donc on a Amundsen qui venait de, ça y est, je vais encore dire une connerie, Suède, Finlande, Norvège, un des pays où il fait de toute façon très froid. Et on a Scott qui venait de Grande-Bretagne. Et l'idée c'est que on va avoir un principe de course qui est relativement simple, dans lequel il va falloir, merci Martin c'est Norvège, dans lequel il va falloir être le premier à atteindre le pôle sud. Alors je vous spoil, c'est Amundsen qui a réussi, c'est pour ça qu'on voit son nom en premier. Scott il est mort, toute son équipe a été décimée, mangée par des ours sauvages, enfin c'est le pire truc qui a été possible de faire. Et Amundsen, il a été sans pitié, il a dit « Moi je m'en fous, je vais avec 100 000 chiens de traîneau et tous les 30 km, j'en abats un et je laisse congeler dans la neige, comme ça pour le chemin de retour on aura à manger. » Impitoyable, mais ça a marché. Voilà, donc c'était ça, c'est un peu le contexte. Et l'idée c'est que je vais vous montrer un peu dans l'autre écran, voilà. On a donc une toute petite boîte, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment bourrée de matos. Et donc ça, c'est assez cool parce que c'est un peu le principe des Tiny Epic. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, les girls et les boys qui maîtrisent pas Twitch, il n'y a absolument aucune obligation. C'est un petit truc un peu ludique, mais on s'en fiche. En vrai, on est juste content de pouvoir se causer, passer un bon moment ensemble. Merci, Castor Mutant, de remarquer mon amour immodéré pour World of Warcraft. Donc
on a ce plateau sur lequel ça représente en fait le chemin qui va être emprunté par les deux explorateurs. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs et l'idée c'est que chaque joueur choisit donc un des explorateurs, Amundsen ou Scott, et vous allez avoir un ensemble de cartes que vous allez pouvoir piocher et qui représentent des couleurs. Donc je vois bien vos messages, donc vous êtes plusieurs à dire que vous avez préféré Cotton Club. Moi j'ai vraiment eu des sensations de jeu singulièrement différentes avec les deux, donc c'est pour ça que j'ai envie de détailler un peu celui-là, et d'ailleurs si vous voulez après j'irai chercher Cotton Club, comme ça on en parlera, on pourra le comparer aussi. Mais oui, Cotton Club, il a clairement fini dans mon top de fin d'année, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, donc on a un ensemble de cartes qui représentent des actions qu'on peut faire, mais surtout qui ont des bandeaux colorés. Les bandeaux correspondent aux différentes cases d'avancée de l'exploration. Donc par exemple, Amundsen n'utilisera que des cartes rouges pour ses avancées, là où Scott n'utilisera que des bleus. Ils ont en commun chacun jaune et vert, mais ils ont une couleur qui s'exclut indifféremment. À chaque fois, on va avoir mis en place ici 3 cartes, plus la pioche, et un joueur va avoir le choix de prendre... Salut Dark Pampa, merci pour ton resub. Tu vas voir qu'il y a de nouvelles émotes trop sexy. Donc on va avoir ici la première carte qui est gratuite, que je peux prendre dans ma main et que je jouerai au tour prochain ou ultérieurement quand je veux. Ou je peux prendre les 2 premières en défaussant une de ma main, ou les 3 en défaussant 3. Ça sert par exemple si on veut vraiment empêcher quelqu'un de prendre les bonnes cartes ou le bloquer. Tout simplement parce que dans les cartes, il y a des cartes simples qui sont des cartes d'expédition qui permettent d'avancer. Donc ce sont les cartes avec les petits pieds. Ensuite, on va voir les cartes qui sont des cartes spéciales. Donc un explorateur, Amundsen aura les chiens de traîneau, c'est ce que je vous avais dit, il les a battés pour les manger, mais ça l'a surtout aidé à avancer. Donc les chiens de traîneau sont des jokers, en plus d'avoir un bandeau de couleur utile, mais ça c'est utilisable par les 2 joueurs. Par contre, l'aspect joker, c'est que Amundsen qui peut l'utiliser. Et puis on a des cartes un peu plus agressives, des cartes d'attaque qu'on peut utiliser pour l'action, pour pouvoir pourrir l'autre joueur. Donc par exemple, crevasse, Scott va pouvoir l'utiliser pour envoyer Amundsen par le fond et donc le faire dévier de son chemin. Tout simplement pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a des petits points d'interrogation. Et donc ça veut dire tu dévies, tu es perdu, et en attendant, moi je continue d'avancer. Donc à son tour de jeu, soit on va... Oui, je sais, je suis désolée Polaroid, c'est cruel, mais c'est comme ça. Il y a même une carte sacrifice que j'ai refusé d'utiliser parce que ça me fait... ça m'a fait mal au cœur. Bref, je vais prendre des cartes, ou alors quand je veux, je vais pouvoir en jouer. Pour avancer d'un pas, eh bien je vais dépenser une carte. Si je veux avancer de 2 pas, je vais dépenser une carte, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, et ainsi de suite. Ma main est quand même limitée, donc je ne peux pas faire à l'infini. Et au fur et à mesure de nos avancées, on va vivre tout un tas d'aventures. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que les cartes qu'on défausse vont nous permettre d'avoir de l'interaction avec l'autre joueur. Donc ça va être des cartes qui vont pouvoir influencer le jeu, par exemple en lui mettant des bâtons dans les roues, en lui volant des cartes. Salut Miroslav Dragan, bienvenue. Donc on va pouvoir vraiment interagir énormément avec l'autre joueur. Donc on est toujours un petit peu partagé entre je garde mes cartes pour attaquer ou je les garde pour avancer. Il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que si jamais on arrive une deuxième fois au bout du paquet, en fait on considère que de toute façon l'expédition elle a trop piétiné et donc il n'y a personne qui gagne vraiment. Donc il y a un aspect course qui est très fort où on ne doit pas non plus trop défausser, ou au contraire on peut essayer de défausser à mort quand on sait que de toute façon on a perdu la partie et qu'on va nulle part. Il y a 4 modules dans la boîte qui permettent d'un petit peu enrichir le jeu. Donc il y a les modules mécènes où vous allez pouvoir avoir des personnages qui sont des mécènes qui vont vous aider dans votre quête. Donc vous recevez un mécène au début de la partie au hasard qui va vous donner un petit bonus. Donc ici vous avez un joker pour avancer, là vous commencez une case plus loin, celui-là permet de défausser des cartes d'un joueur, etc. On a des cartes météo qui sont extrêmement difficiles à vivre parce qu'en fait à chaque changement de parallèle, je vous montre, donc vous voyez qu'il y a des petites lignes courbes ici et ici et ici, et même une ici. À chaque mouvement, à chaque passage de parallèle, en fait, on va tirer une carte météo avec laquelle on va lancer un dé. En fonction du résultat du dé, les choses vont se passer. Chacun pioche une carte. Ici, un joueur pioche une et l'autre 2. Ici, on va pouvoir échanger chacun une carte. Là, on défausse tout. Donc, il y a vraiment des effets qui sont très aléatoires et qui peuvent être un peu violents. Et puis, il y a le module qui permet, grâce à ça, d'avoir des caisses de ravitaillement. Donc, on place à certains endroits clés des cartes qui nous appartiennent, qui sont face cachée, et quand on les rejoindra, on va avoir la possibilité de récupérer ces cartes pour éventuellement préparer une belle avancée. Et le dernier module qui est le plus compliqué, ça va être le module le retour, qui fait que si un joueur a atteint le pôle sud et que l'autre joueur est au moins
passer le parallèle du degré 85, à ce moment-là, les deux joueurs vont pouvoir revenir en arrière et essayer d'atteindre le premier leur bateau de retour. À savoir que cette fois-ci, c'est un peu plus difficile parce que le problème, c'est que ici, pour avancer, je dois dépenser juste une carte verte, peu importe ce qu'il y a dessus. Par contre, sur le retour, comme on est vraiment très pauvre en ressources et qu'on est vraiment épuisé, etc., il va falloir chaque fois dépenser soit exactement la bonne carte. Donc ici, un chien, mais avec le bandeau jaune. Donc, par exemple, je ne pourrais pas utiliser ce chien-là qui a un bandeau bleu, mais je pourrais tout à fait utiliser une carte jaune et un chien bleu pour pouvoir faire mon avancée d'une seule case à la fois. Et donc ici, c'est beaucoup plus tactique. Alors, mon ressenti sur le jeu, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai dit un truc à Alex qui l'a fait bondir, j'ai dit pour moi c'est du jeu de loi amélioré, mais je ne l'ai pas du tout dit de manière péjorative. Dans mon esprit, ça sonnait plutôt comme quand j'ai joué à T42 et j'ai dit c'est de la bataille pour joueurs. En fait, on se retrouve avec cette sensation d'être un petit peu dépendant du hasard et en même temps de vivre une chouette aventure, un truc... alors, le contexte est certes pas du tout marrant, mais on a quelque chose d'assez familial et agréable. Donc en fait, on est dans quelque chose de plutôt facile et accessible. En termes de règles, c'est super simple. Tu prends une carte ou tu joues des cartes. Si tu prends des cartes et que tu dois en défausser pour ça, tu peux même activer des effets. Mais en gros, tu payes pour avancer et c'est tout. Et j'ai trouvé ça très simple et très intuitif. J'ai trouvé ça agréable. J'aime bien l'aspect course qui est vraiment réduit à son strict minimum. Et donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment à y jouer. Et en plus, ce que je trouve cool, c'est que il y a ces variantes avec de multiples, de multiples effets qu'on peut faire et qui permettent d'avoir quelque chose d'un peu plus, on peut tenter des moments différents, des timings, des stratégies, etc. Donc il y a quelque chose un peu, d'assez intéressant, je trouve, avec ce fait de pouvoir se tester les petits modules les uns après les autres. Donc le 1911 m'a beaucoup plu. C'est un jeu, ce petit Radlands, qui est uniquement pour 2 joueurs aussi. Donc là, je vous ai présenté le Amundsen qui est pour 2 et là le Radlands il est que pour 2 aussi. C'est un jeu tout à fait et librement et absolument sans aucune... c'est pas caché, inspiré de Mad Max Fury Road. D'ailleurs, on trouve des hommages un peu partout. Donc, je vous montre. Regardez. Donc voilà, ça c'est un hommage à Fury Road parce que ça pourrait être la fille cachée de Immortan Joe. Et d'ailleurs, il y a une carte gourou qui est tout à fait Immortan Joe, mais en plus, voilà, mais en plus... encore plus punk. Et en fait l'idée c'est que dans Radlands vous avez un jeu qui est basé sur l'attaque, tout à fait au même titre que je pourrais vous parler de Bestioles en guerre ou que Schottentotten. Donc ça va se jouer à 2. Chaque joueur va avoir à sa disposition des punks qui sont ceux-là que vous allez pouvoir acquérir. Soit vous les prenez juste pour mettre de la défense bête et méchante devant vous, soit vous allez pouvoir essayer de mettre en jeu des cartes qui ont chacune des effets différents. Donc il y a tout un tas de variétés de punk à jouer. Donc ce sont les personnages qui ont un coût indiqué en haut à gauche. Donc ici, lui il coûte 1 pour être mis en jeu, lui 1 et l'autre 3. Et une fois qu'ils sont mis en jeu, il faut encore les payer pour déclencher les effets. Tout ça dans le but avoué de détruire l'autre, puisque dans ce monde post-apocalyptique, en fait, votre ressource la plus précieuse, c'est l'eau, et vous avez envie de défendre votre camp. Donc chaque joueur commence avec 3 camps qui sont pris au hasard. Salut Matt Silver, bienvenue. Et vous allez avoir ces 3 camps à défendre. Et comment on va les défendre? Tout simplement en plaçant au fur et à mesure des personnages devant les camps pour ne pas les laisser sans défense, et en faisant en sorte d'utiliser les pouvoirs des personnages pour pouvoir aller attaquer le camp adverse. Donc c'est un jeu qui va se jouer énormément sur le côté sur le côté placement de cartes. Donc on va vraiment se focaliser absolument sur ça, à savoir à quel endroit je mets mes cartes, comment déclencher les effets, sachant qu'il y a des effets disant tu peux tuer n'importe quel personnage, tu peux blesser toute la colonne, tu peux attaquer un truc sans défense, etc. Donc il y a des règles à respecter par rapport à comment on place ces cartes et comment on attaque. Il y a aussi des cartes événements qui sont très intéressantes, puisqu'en fait elles vont avoir des timings de déclenchement différents. Si vous regardez celle-ci, il y a une petite bombe numérotée 1, ça veut dire qu'en fait elle va se placer au niveau 1 de la ligne, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Donc elle se place au niveau 1 et au tour prochain elle va avancer automatiquement de 1. Donc on a les événements qui vont avancer, mais on a également des cartes personnelles qui sont les guerrieros, qui sont les seuls moyens d'aller un peu poutrer de manière bête et méchante les adversaires, enfin
l'adversaire, c'est d'envoyer simplement ses guerrieros pour faire du dégât continuellement. Il y a moyen de soigner quand même, donc on n'est pas totalement dépendant non plus des attaques adverses. On va pouvoir utiliser ces cartes pour attaquer, pour soigner, pour gagner de l'eau, pour faire des événements spéciaux, etc. Mais l'idée quand même, c'est à chaque fois que j'inflige un dégât à un personnage ou à un camp, je l'incline pour indiquer qu'il est blessé ou qu'il est partiellement détruit. Et si je devais encore l'incliner, eh bien je le retourne pour les camps. Et ça veut dire que c'est mon camp qui est ruiné et le personnage est tout simplement perdu, il est défaussé. Il va y avoir des effets extrêmement violents. Donc c'est un jeu à haute teneur en agressivité, puisqu'en fait on a un peu l'idée que ces punks sont de la chair à canon. Donc on va essayer absolument de les utiliser le plus vite possible, le plus intensivement possible, pour pouvoir faire un maximum de dégâts, quitte à les sacrifier en route sans absolument aucun état d'âme. Le visuel est absolument incroyable, j'ai trouvé ça magnifique, je trouve que les looks des personnages sont complètement fous. J'adore ce côté, je l'ai appelé pastel apocalyptique, parce qu'en fait on a vraiment ce truc à la fois très beau, très punk, très... voilà, c'est du Mad Max, mais avec le côté pastel des personnages, donc c'est un peu comics, mais c'est en même temps... voilà, c'est très mystique. J'adore l'utilisation des couleurs. Et voilà, et c'est un monde qui est vraiment violent et sans pitié, mais c'est extrêmement chouette à jouer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus ? En termes de gestion, c'est intéressant aussi, puisqu'en fait, à chaque tour, vous avez qu'une chose à faire, c'est je reçois une carte, donc je pioche une carte au hasard. Ensuite, je pioche mes 3 gouttes d'eau qui sont mes seules ressources, et avec seulement 3 gouttes d'eau, je vais devoir mettre en jeu des personnages, devoir me réparer, utiliser des effets un peu à gauche à droite, etc. Donc le coût de l'eau se fait sentir, on a vraiment l'impression, le sentiment de se dire ok, alors c'est une ressource rare et précieuse et je peux pas en faire ce que je veux. Alors, pour répondre à ta question, Miroslav, en fait, on les drafte pas, on les construit pas, c'est pas vraiment des decks, c'est simplement tu distribues au hasard 3 camps, donc en fait, normalement, tu en reçois 6 et tu en gardes 3, mais il y a une mise en place pour débutants. Ils sont asymétriques, mais ils se valent, les camps. Par contre, les punks que tu vas recevoir et que tu vas mettre en jeu au fur et à mesure, ceux-là, c'est t'en pioches un par un, ou un peu plus si tu décides de faire des actions spéciales, mais en gros, tu vas absolument rien drafter ou construire, c'est vraiment du jeu de j'acquiers un personnage, je l'utilise pour réagir ou pas. À savoir qu'on peut aussi tout à fait sacrifier les personnages juste pour utiliser une icône qui sera une icône d'attaque, réparation, pioche, etc. Donc on n'est jamais bloqué avec un personnage inutile, ça n'existe pas. Ça c'est vraiment quand on connaît pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que plus tu joues, et plus tu vas te rendre compte que les personnages ont une utilité. Il y en a qui matchent bien ensemble. Tu vas tenter de provoquer un peu le destin pour essayer de faire en sorte de forcer certaines alliances en disant si je mets une combinaison de tel personnage et tel personnage, c'est hyper fort, mais il faut vraiment les trouver. Donc voilà, c'est incroyable. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bon et extrêmement beau. Et en plus, sans vouloir vous spoiler quoi que ce soit, j'ai acheté il y a 3 ans un masque de Immortanjo en me disant je l'achète parce qu'un jour j'en aurai besoin. Ce jour est arrivé, je vais pouvoir faire, mes aïeux, un cosplay du feu de Dieu, un truc de taré. Il se trouve pour Vivarium que j'ai de toute façon déjà fait la photo, parce qu'il y avait une photo cosplay qui m'avait été commandée par Studio H, et donc c'est très cool parce que ça me permet moi d'exprimer toute ma créativité. Ils sont super cool, ils ont des idées géniales, ils ont plein de matériel pour m'aider à visualiser vraiment la direction dans laquelle ils vont. Donc ils me disent voilà, on a choisi tel univers, c'est telle époque et machin, et moi après je lâche la bride à ma créativité, je fais des photos trop bien. Et donc il y a aussi une photo géniale qui va arriver avec Vivarium. C'est merci Polaroid, reine du cosplay. Vivarium, c'est pour moi le jeu des collections de Pokémon. Et alors j'ai trouvé ça vraiment tellement agréable à jouer. C'est éminemment familial, hein, donc je préfère le dire. C'est un jeu qui est tout à fait à destination d'un public famille, donc vraiment un truc simple. Ils mettent, je crois, 10 ou 12 ans sur la boîte. Attendez, je regarde, ouais, 10 ans, honnêtement, si vous avez des enfants, largement avant, vous pouvez jouer avec, c'est vraiment pas compliqué, c'est très agréable et c'est hyper beau. Puis en plus, s'ils aiment les Pokémon, ils vont frétiller parce qu'on est tout à fait dans ce registre-là. Donc voilà, je vous montre Vivarium. C'est un jeu déjà qui m'a beaucoup plu parce qu'il utilise un principe de coordonnées que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans Meadow et dans Quadropolis. Alors,
le principe de ces coordonnées, c'est qu'on va avoir à sa disposition un ensemble de dominos. Alors déjà au niveau du matos, c'est incroyable. On a un grand plan cartonné, on a des dominos, je sais pas en quelle matière c'est, mais ils sont doux, ils sont lourds, c'est vraiment très chouette. Je suis pas du genre à m'extasier sur le matos, mais quand c'est bien fait, j'aime le dire. Donc voilà, on va avoir des dominos et en fonction de comment on va les placer, on va pouvoir faire une coordonnée. Donc si je fais 2-2, ben, je vais chercher la carte ici. Si je fais 2-4, je vais pouvoir choisir la carte ici, donc la 2-4, ou celle-là, la 2-4. Donc il y a vraiment la possibilité de choisir comment on joue ces dominos. Et l'idée c'est que sur ce plateau, on va pouvoir mettre en jeu des petits Pokémon. C'est pas des Pokémon, mais voilà, c'est tout comme. C'est un tas de créatures fantastiques que vous allez collectionner. Donc vous avez ici un plateau qui se remplit au fur et à mesure de votre partie, donc, enfin de votre mise en place. Et vous avez la possibilité de les acquérir en jouant vos dominos. Il y a plusieurs choses à prendre en compte quand vous allez acquérir les cartes ici. Donc je continue à les appeler les Pokémon, hein, on s'en fout. Donc quand vous allez acquérir ces petites créatures, ces petits Pokémon, si je dis par exemple je prends le 4-2, ben, je vais prendre celui-là. Il y a des choses qui sont intéressantes sur lui, à savoir il m'offre à la fin de la partie un point de victoire. Il est de type dragon et son fond est rose. Ce sont des informations qui sont capitales. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est du jeu de collection. Et on va avoir plusieurs choses qui vont nous pousser à faire des collections les plus optimales possibles. La première chose, encore un petit Pokémon perdu, la première chose c'est qu'on va recevoir au début de la partie, j'essaie de les retrouver, où est-ce qu'on les a mis, je ne sais plus, on va recevoir au début de la partie, ah voilà ça, un ensemble qui nous dit, ça c'est ta couleur de prédilection, donc par exemple le bleu, et j'aurai un point de plus par créature bleue que j'ai, et j'ai également un style de Pokémon de prédilection. Et ici on me dit, bah, pour tous ceux qui sont de type animal, avec la petite patte, donc par exemple lui, je vais recevoir un point de plus. Donc ça c'est assez cool. Donc déjà ces deux informations là sont cachées et je vais pouvoir jouer dessus. Je vais également pouvoir jouer sur d'autres informations puisqu'en fait dans le ici je vais mettre des petites cartes qui sont des aides. C'est du matos en fait que je vais pouvoir emporter dans mes expéditions et qui vont me donner des petits bonus. Mais je vais aussi avoir sur la ligne en dessous des petits objectifs secrets qui sont assez sympas parce que pas secrets pardon, pas du tout, des objectifs public que n'importe qui va pouvoir acquérir. Le premier qui le prend le garde pour lui, on ne doit rien payer, on doit juste le prendre à la place d'un animal. Et ça va être, pour chaque objet tente que tu auras 3 points. Ici, pour chaque couple dragon plus pierre, tu auras le premier couple 2 points, le deuxième 5, puis 9, puis 14. C'est un peu exponentiel, donc ça c'est cool. On va avoir des objectifs comme ça qui vont tellement, autant favoriser par exemple les paires de cartes que les animaux uniques. Donc ici pour chaque... Ah non, ça c'est ce départ, on s'en fout. Mais voilà. Donc par exemple ici, pour chaque paire que tu auras orange et rose, tu vas avoir des points. Et en sachant que chacune de ces bestioles peut scorer plusieurs fois. Donc par exemple tout à l'heure, j'avais 2 cartes, donc j'avais par exemple ces deux-là, c'est pas exactement ça mais j'avais ça, et donc j'avais réussi à faire en sorte d'avoir 4 roses, 4 oranges, mais qui en plus se trouvaient être des cartes pierres et des cartes animales. Et donc grâce à ça, je me suis fait 28 points juste avec ces 2 cartes-là. Au final, on a terminé, Alex et moi, avec exactement 70 points chacun. J'invente rien, c'est écrit ici. En faisant à peu près le même nombre de points sur chacun des trucs. Donc, c'était vraiment à une vache près sur chacune des catégories. Il avait un peu plus ou moi j'avais un peu plus. Attendez, j'essaie de refaire la mise au point. Il veut pas, il va la refaire. Mais donc, on ne sait pas du tout marcher sur les pieds parce qu'en fait, dans le jeu à 2, clairement, on est plus dans une espèce de petit jeu de collection où on va pas trop s'embêter parce qu'on a beaucoup plus intérêt à essayer d'optimiser ses propres collections. Donc on est vraiment clairement dans un jeu un peu solitaire à 2. Par contre, j'en suis persuadée, même sans avoir encore testé la configuration à 3 ou 4, ça devient très différent puisqu'en fait, vous devez absolument optimiser ce que vous avez. Le machin que vous convoitez ici, qui est un dragon vert, en plus, c'est trop génial. Eh ben en fait, il est fort possible que d'ici, est-ce que vous le preniez, il vous passe sous le nez. En plus, il y a un truc intéressant avec le système des dominos, c'est que à chaque fois que j'ai utilisé un domino, donc par exemple, ici j'ai fait ma paire de dominos pour prendre un truc,
je vais en jeter un et je vais devoir le remplacer par un de ceux disponibles. Et donc ça va me donner aussi des choix qui sont assez intéressants de me dire bah je vais jeter 4-2 parce que j'espère plus tard pouvoir jouer 3-1, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Mais si c'est pas possible, vous avez également ici des petites gemmes, donc c'est des petits voilà, des ambres, des diams dorés, appelez ça comme vous voulez, qui vont être joués, qui vont vous permettre d'influencer le résultat. Parce que ça va vous donner un peu plus de contrôle sur le jeu. Ces diams, en fin de partie, vous donnent des points, mais en vrai, vous n'allez pas vraiment avoir envie de les garder, vous allez avoir envie de les jouer pour pouvoir changer le résultat de vos dominos. Et aussi, une dernière petite chose, comme dans Wingspan, vous avez un ensemble... Vas-y, faites mise au point, s'il te plaît. Vous avez un ensemble de petits objectifs qui dit, bah, par exemple, à ce tour-ci, chaque fois qu'un joueur prend un animal, roche ou plante, il va pouvoir gagner un petit diamant. Et en plus, celui qui en aura celui qui en aura obtenu le plus... toutes manches confondues, mais à la fin de cette manche-ci, va pouvoir gagner ceci qui sera 2 points de victoire supplémentaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de variabilité dans les stratégies qui sont proposées. C'est assez agréable. Moi, ça m'a énormément plu. Donc, je le recommande absolument. En jeu familial, un truc vraiment très très cool, sans prise de tête, qui est très... droit au but aussi. Vous savez, vous comprenez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas énormément de... il n'y a pas de mystère en fait, on sait ce qu'on collectionne, on sait pourquoi. En plus, dans les petites donnes de départ, c'est exclusif, donc c'est à dire que si j'ai reçu jaune, aucun autre joueur va recevoir l'objectif de collectionner, enfin de recevoir des points de victoire supplémentaires pour chaque carte jaune. Donc voilà, c'est vraiment, c'est peaceful, c'est beau, c'est agréable à jouer, j'aime beaucoup. Il y a un aspect compétition qui n'existe pas à 2, mais qui, j'en suis certaine, existe à 3 ou 4 joueurs. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a beaucoup joué sur les objectifs, mais je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie d'en refaire une partie en me disant, je suis curieuse de savoir, est-ce que par exemple, quand on joue par exemple uniquement les animaux de haute valeur, est-ce que ça donne plus de points? Est-ce que c'est une stratégie viable? Donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est hyper intéressant. Je regarde un peu vos commentaires. Alors... ça peut plaire aux vieux aussi, le vieux variant, mais tout à fait Polaroid. Je suis une vieille, je suis une daronne et malgré tout, même le son des dominos qui se posent est agréable, ça fait de l'ASMR. Mais oui, mais parce que le poids du domino. C'est un jeu qui allait être mis en avant pendant le confinement, parce qu'en fait c'est un jeu qui se joue extrêmement bien en solo, mais c'est aussi un jeu qui peut se jouer à distance pour peu que chacun possède un set, puisqu'on va jouer exactement la même chose à la manière d'un Welcome to. Ben voilà, Polaroid, il est sur ton étagère de je voulais l'acheter et tu as hésité. Eh ben écoute, je vais en parler et tu vas voir, tu verras après si tu as envie ou pas. Non, eh ben écoute, camarade ludique, merci, Fantasy Realm forever, mais Red Rising, jamais. Red Rising m'ennuie, enfin bref. Le principe de Rolling Realms, donc il y a la présentation générale et puis après il y a les règles du jeu solo. Le jeu solo a l'air assez intéressant, ça me donnerait même envie d'en faire une partie avec vous. Je trouve un moyen, genre je vois s'il y a moyen de vous scanner les cartes ou quoi, et on se fait une partie coordonnée un mercredi, genre le mercredi défi, on prévoit ça, on dit rendez-vous tel mercredi, chacun son set de cartes, et puis on va jouer, etc. Je vais vous expliquer comme ça, vous voyez. Et donc oui, le mode solo, et vous avez ici la grille de score du mode solo, votre but étant de battre votre propre score. Voilà, donc ça c'est... voilà. Alors, Red Rising, c'est pas la même chose que Fantasy Realms en plus développé, c'est la même chose que Fantasy Realms en nul. Voilà. Non, j'abuse. J'expliquerai après pourquoi je déteste. Donc, il y a effectivement d'énormes dés, genre énormes, histoire que vous soyez sûr de bien capter les chiffres. Voilà, donc même si je lance là et que je fais ça, vous voyez toujours ce que c'est. Vous voyez pas très bien ça, mais ça, vous le voyez, c'est sûr et certain. Arrête Zoidberg, c'est très bon Fantasy Realms. Et en fait, donc l'idée c'est que on va avoir un set de cartes. Donc il y a moyen de jouer à 6 et ce sont des cartes Velleda. C'est pas la marque Velleda, mais en fait c'est des cartes sur lesquelles on va pouvoir dessiner, effacer. Il y a des petits effaceurs, il y a des petits feutres, il y a l'ensemble des cartes et sur les cartes il va y avoir celles-ci qui sont les plus importantes, à savoir une carte sur laquelle vous allez entourer vos petits bonus, donc parce qu'au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir gagner des bonus qui sont soit des trucs pour rejouer des dés ou des trucs pour modifier des valeurs de dés.
ou pour ajouter des dés. Et puis vous allez avoir ici votre carte contour qui va aussi être votre carte de score sur laquelle vous allez jouer manche 1, manche 2, manche 3. Il va y avoir à chaque fois 9 lancers de dés x 3, donc on va lancer 27 fois les dés et à la fin on comptera celui qui a le plus d'étoiles. Alors comment ça se passe? Vous avez un ensemble de cartes qui sont chaque fois des petits défis différents. Alors sans vouloir les comparer, hein, on n'est pas du tout dans ce délire là, mais c'est un petit peu comme dans Welcome to the Moon, à savoir chaque défi est vraiment à un niveau tout à fait différent des autres défis. Et en fait vous en choisissez 3 au hasard, donc quelqu'un dit voilà on va jouer sur ces 3 défis là, Society, My Little Sight et Euphoria. Et on va jouer avec ça et tout le monde va prendre ces 3 cartes dans son set. Et comment ça va se passer? Je vais lancer la paire de dés et en fonction de ça, je vais cocher ce qui se passe sur mes cases. Donc par exemple, si je lance 2 et 4, je décide de cocher 2 ici et 4 ici. Je ne peux pas faire 2 et 4 à cet endroit-là. Et je ne peux pas décider de cocher 2 fois le 2 ici. C'est vraiment, je dois utiliser les 2 chiffres à des endroits différents. Si par exemple je sortais 3 et 3, je peux cocher le 3 ici et le 3 ici. Évidemment, c'est 2 fois la même valeur, mais peu importe. Et en fait, il se trouve que chacun de ces petits mondes a sa propre manière de scorer et marquer des points de victoire. Par exemple, My Little Sight, c'est bien simple. À chaque fois que je vais cocher un truc, donc par exemple, je vais faire 3 et 3. Avec mon premier 3, je vais cocher une citrouille. Je gagne une citrouille que je peux reporter sur ma feuille, donc celle que je viens de montrer ici. Je peux reporter une petite citrouille ici, ce qui me permettra de modifier une valeur de dé. Quand je cocherai une deuxième fois le 3, je vais cocher du côté du cœur cette fois-ci. Donc je vais cocher un cœur, mais en plus, comme j'aurai coché une deuxième fois le même chiffre, je vais gagner une petite pièce. Et les petites pièces, c'est assez cool parce que ça va me permettre de gagner des dés supplémentaires. Et l'idée, c'est que ici, on me dit, je gagne 2 étoiles à chaque 6e ressource d'un même type. Donc si je joue bien, si je tire bien mon épingle du jeu, si j'arrive à compléter l'entièreté des citrouilles, je vais gagner 2 étoiles. Si j'arrive à compléter l'entièreté des citrouilles et des cœurs, je vais gagner 6 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 étoiles pour les citrouilles, 2 étoiles pour les cœurs et 2 étoiles parce que j'aurai eu toutes les pièces. Ce sera la 6e. Et donc c'est comme ça qu'on va marquer ici les étoiles dans les manches. Et donc au fur et à mesure, manche 1, manche 2, manche 3, on va additionner les scores, sachant que à chaque nouvelle manche, on va repiocher 3 nouveaux mondes avec lesquels on va jouer. Et il y a en tout dedans 11 mondes, je crois. Attendez, je compte. 3, 6, 9, 11 mondes. Et donc, dans ces 11 mondes, vous avez chaque fois des trios que vous allez pouvoir faire pour pouvoir essayer de scorer, d'avoir plus de points de victoire que les autres. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et le mode solo, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez une scénarisation. Donc, on vous dit, par exemple, scénario numéro 1, c'est Early Birdie. Et donc, celui-là, on vous dit... Normalement, en 1 essai, tu es censé le réussir. Et donc, ça veut dire, Early Birdie, tu regardes dans le petit scénario solo. Donc, c'est Automa Factory qui l'a fait. Vous connaissez peut-être parce qu'ils ont fait aussi le mode solo Tapestry, si je ne me trompe pas, et d'autres trucs. On vous dit, voilà, mini-golf en solitaire, qu'est-ce qu'on fait? Règle du mini-golf. Dans Early Birdie, vous devez le faire en une fois. C'est un mini-golf, donc moi, je ne connais pas les règles, mais Alex m'a expliqué. Et on vous dit, vous devez jouer 7 tours. Vous prenez la carte Shatterstone, Sight et Tapestry. Et vous allez faire en sorte de gagner au moins 8 étoiles. Et si vous voulez jouer un peu plus fortiche, vous pouvez tenter de gagner 9,5 étoiles. Comment on gagne des virgules? Eh bien, pour chaque ressource non utilisée, on va gagner des étoiles supplémentaires. Et c'est absolument tout. Voilà, donc ça, c'est le jeu dont j'avais envie de vous parler, parce que je vous dis, c'est un petit craquage puisque c'est les soldes. Voilà, donc ça me bottait bien de me dire, vas-y, fais-toi plaisir, prends-toi un petit jeu en solde. Ça arrive de temps en temps, j'achète des trucs d'occasion en solde. Et j'aime bien la variabilité que ça apporte de dire de choisir des cartes comme ça aléatoirement et ces trois modes de jeu différents. Oui, 3 modes de jeu différents, mais en fait, on a quand même l'impression de rester dans le même domaine du jeu de cases à cocher. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Allez, on va s'arrêter ici, on va se faire des petits bisous et puis on va se dire... attendez, on est quoi? On est dimanche, donc en fait, ça veut dire que le prochain live, c'est mercredi. On fait un défi, mercredi défi, et je pense que je vais faire un make-up.